Alors pour cette présentation, je vais vous demander une écoute particulière. Le tarot et ses symboles, ils s'entendent avec les yeux. En effet, quand vous abordez un arcane du tarot, vous allez voir des formes, des couleurs, vous allez voir des nombres. Tout ça, vous allez le capter avec vos yeux. Et c'est à l'intérieur de vous que vous allez entendre le message que va vous délivrer l'arcane en question. Alors quand je vous parle de tarot symbolique, comment le définir? De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est un tarot dont j'ai l'habitude de dire qu'il est réhabilité dans ses lettres de noblesse. Ce tarot-là, il faut l'accueillir comme une encyclopédie, un grimoire. Ce grimoire, ce livre aurait traversé le temps, serait venu jusqu'à nous pour nous apporter une connaissance qui nous vient des plus anciennes origines, des origines les plus lointaines de l'humanité. Ce tarot, il fait ressurgir en nous toutes ces connaissances. Ce tarot, il nous invite à nous ressouvenir de l'ensemble des messages qu'il véhicule, des messages qui portent donc l'essence même de l'incarnation de l'humanité. Alors c'est un tarot qui, contrairement au tarot divinatoire, qui lui va nous projeter vers un futur, c'est un tarot qui nous ramène bien ici et maintenant, dans un présent, dans lequel on va pouvoir cerner, discerner, comprendre ce qu'on est en train de vivre, pour poser les meilleures décisions, les meilleurs actes qui vont pouvoir réorienter notre devenir. Et ça, ce sera un choix qui sera posé dans le respect de notre libre arbitre. Le respect du libre arbitre, c'est une notion importante. Alors voilà, je vous l'ai défini comme un choix volontaire et consenti, en prenant toute la mesure de la décision, c'est-à-dire en pesant vraiment tous les éléments qui sont à notre disposition pour pouvoir poser un choix. Le libre arbitre, c'est surtout éviter d'établir des liens qui peuvent être des liens de dépendance et pouvoir donc poser ses choix, vivre sa vie, suivre son chemin en toute autonomie. À côté de cette notion de libre arbitre, on a le principe de synchronicité. Alors qu'est-ce que c'est que la synchronicité? De façon générale, j'aime bien dire que c'est le hasard qui fait bien les choses, même si la notion de bien et de mal est souvent très relative. Il y a parfois des événements qui peuvent être assez inconfortables, voire douloureux, qui en vérité viennent réveiller chez nous des potentiels, des ressources qu'on n'avait pas soupçonnées et qu'on va réussir à mobiliser pour faire face à ce qui se présente à nous. Une troisième notion que je voulais définir avec vous avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est la définition du symbole en lui-même. Le symbole à l'origine, dans l'Antiquité, c'était une pièce d'argile par exemple, qu'on cassait en deux. Chacun repartait avec un bout de cette pièce d'argile et puis le temps passant, lorsque les gens se retrouvaient, c'était un signe de reconnaissance. Ces deux pièces d'argile qui étaient comme deux pièces d'un puzzle s'embriquaient l'une dans l'autre et permettaient de recréer le lien qui avait été qui est à la suite de la séparation. Donc ce symbole, il véhicule ce lien, il véhicule un pont entre deux éléments qui ont été séparés, qu'il s'agit de rassembler, il s'agit de faire se retrouver. C'est un pont entre deux parties de soi-même. C'est un pont qui va nous permettre une transformation profonde, parce qu'il va rentrer en résonance. Quand vous allez vous trouver face à un symbole, la forme, la couleur, je pense que la plupart d'entre vous peut-être connaissent la notion d'onde de forme. Une onde de forme, ça véhicule une onde qui est énergétique, qui est vibratoire, et qui va évoquer quelque chose en nous. Le symbole, c'est ça. Le symbole, ça va être tout un ensemble de formes, de couleurs, qui vont faire un travail imperceptible, souvent en nous, mais qui vont petit à petit poser les bases d'une transformation. Alors l'histoire du tarot, les historiens la datent de l'époque de Charles VI, qui était roi de France. C'est un roi qui visiblement est devenu fou. Et pour l'occuper,
on lui a fait un tarot, voilà, comme ça il pouvait jouer avec, il pouvait l'observer, il y avait de jolies images. Donc ça c'est le premier témoignage historique concret qu'on a de l'existence du tarot, c'est-à-dire que ce roi de France a régné sur la fin du XIVe, début du XVe siècle. Tout ce qui précède, c'est une histoire qui est supposée. Donc c'est un faisceau d'éléments convergents. On lui donnerait une origine atlante. Les Atlantes qui auraient survécu à la disparition de ce continent se seraient adressés aux sages égyptiens pour leur remettre leurs connaissances. Et puis les sages égyptiens, voyant l'humanité se diriger vers une période d'obscurantisme, se seraient dit on ne peut pas laisser cette connaissance entre les mains de n'importe qui, on va la codifier et seuls les plus sages seront capables d'avoir le niveau de lecture nécessaire pour pouvoir avoir vraiment le message, l'essence même qui serait cachée dans ces codes. Dans les faits, on ne sait pas. On ne sait pas qui a fait le tarot, on ne sait pas quand. Voilà. Est-ce qu'ils étaient plusieurs? Est-ce qu'il était tout seul? Il ou elle? Quelle est l'époque? On ne sait pas. Mais effectivement, on retrouve des traces en Égypte de représentations qui sont quand même assez liées à ce qu'on connaît aujourd'hui du tarot. Et puis vous verrez, il y a quand même des symboles qui nous ramènent pas mal à l'Égypte dans le tarot. Donc voilà, le faisceau de présomption, on n'est quand même pas une preuve. Alors le tarot en lui-même, je vais présenter ces 22 arcanes majeures. On a différentes façons de le présenter. Là, je vous l'ai disposé sur 3 niveaux. Alors le mat, il est en marge. Le mat, c'est un arcane assez particulier, assez insaisissable. Il est à la fois... En fait, imaginez que l'ensemble du tarot, l'ensemble des 22 arcanes, soit dans cette sacoche que le mat porte dans son dos. Le mat est à la fois dans le sac, il est le sac, il est le porteur du sac, et il est l'observateur en train de regarder le porteur du sac. Donc il est tout à la fois, il est partout, il est nulle part, on pense le saisir ici, en fait non, il est déjà là, et puis finalement il est tout. Et rien en même temps, il est ce rien qui contient le tout. Cette disposition elle est intéressante parce qu'elle nous présente les 3 niveaux. Les 3 niveaux sur lesquels se situe un être humain en général. Le premier niveau ici, c'est le niveau de la terre. Le 3e niveau, c'est celui du ciel. Et entre les deux, on a l'espace pour les êtres humains, c'est-à-dire que l'être humain, c'est celui qui va faire le lien entre la terre et le ciel. On parle aussi du corps, au niveau du corps, donc on reste toujours dans l'idée de la terre et de la matière. On parle du niveau de l'esprit, et entre les deux, on a l'âme qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Disposé comme ça, on a un chemin. On a un chemin qui nous permet de faire un cycle. Ce chemin, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte l'histoire d'un esprit qui veut s'incarner. Il a les yeux tournés vers le mat, qui est le monde qu'il connaît, dont il a tous les repères, mais son corps est déjà tourné vers la papesse, c'est-à-dire le monde vers lequel il va aller, dans lequel il va aller s'incarner, un monde dont il ne connaît rien, et dont il va avoir tout à découvrir, un monde dont il va devoir faire une lecture avec l'impératrice, pour s'incarner dans la matière, devenir un être humain, capable d'aimer et de s'identifier à ce qu'il est. Quand on s'identifie à ce que l'on est, on développe une conscience, la conscience d'un chemin, un chemin d'évolution, qui nous mène vers une présence, un ancrage. Cet ancrage nous permet un lâcher-prise qui nous ouvre à une transformation profonde, une transformation qui nous permet de déployer nos potentiels dans la souplesse et la fluidité. À ce moment-là, on arrive aux portes du ciel et le diable nous pose la question: comment comptes-tu concrétiser? Pour concrétiser, il faut déconstruire ses peurs. Alors le ciel s'ouvre
l'étoile nous accueille, la lune nous sert, le soleil nous réalise, et on accède à un monde nouveau, un monde supérieur, un monde qui est le monde que tout le monde souhaite et dont tout le monde rêve. Voilà, ça c'est une présentation très succincte de ce que peut être un cycle dans le tarot. Ça peut... Pardon ? Excusez-moi, je vous dis bravo, je ne l'avais jamais vu comme ça. Vous ne l'aviez jamais vu comme ça. Bon, bah écoutez, je suis heureux de vous le faire découvrir. Alors, j'ai mis ces mots-là, bien entendu, c'est une proposition, c'est une illustration. C'est un cycle, ça peut être le cycle de la vie, ça peut être aussi un cycle dans le cycle de la vie, parmi tous les cycles qui habitent le cycle principal. Et puis, on peut imaginer qu'il y a des cycles dans les cycles, bien entendu, hein, c'est pas une voie qui est voilà, c'est une voie qui est assez complexe et assez voilà, composée de beaucoup de facettes. Cette présentation, on en a aussi une autre qui est assez intéressante parce que celle-ci, elle met 10 arcanes en bas, 10 arcanes en haut, les 10 qui précèdent la force, donc l'arcane de 1 à 10, puis l'arcane de 12 à 21, et la force se retrouve vraiment comme le pivot entre les deux niveaux. Donc là, on a 2 déners. Le mat, pour les raisons que je vous ai expliquées, reste bien entendu toujours en marge. Le premier déner, ce serait un déner qui serait plutôt tourné vers tous les aspects psychologiques. Et le deuxième déner, celui d'en haut, serait plutôt tourné vers la question existentielle et spirituelle. Alors cette force qui est au milieu, c'est intéressant parce que c'est le 11e arcane du tarot de Marseille. Et quand on fait le lien avec la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, on arrive sur la lettre Kaf. Et il est dit dans la mythologie hébraïque que le Créateur a fait venir les uns après les autres toutes les lettres de l'alphabet hébraïque pour savoir avec laquelle il allait commencer, il allait initier la création. Alors toutes les lettres défilent les unes après les autres. Quand arrive le tour de la lettre Kaf, il est dit, et c'est la seule pour laquelle on apporte cette description, toutes les autres on ne sait pas d'où elles viennent, mais il est dit qu'elle se lève d'un trône, et en se levant de ce trône, 200 000 mondes vacillent et manquent d'être détruits. Si bien que le Créateur intervient tout de suite en disant « Kaf, Kaf, mon Dieu, retourne vite sur ton trône, tu sais bien que je ne ferai pas appel à toi, parce que si tu es la lettre qui est l'initiale de la gloire de Dieu, tu es aussi l'initiale du mot extermination, et je ne peux pas initier un monde où il y aurait un risque de destruction dès le départ. » Donc, Kaf retourne sur son trône et tout retrouve son équilibre. Alors l'idée ici, c'est que cette arcane de la force, elle vient vraiment en pivot, elle vient vraiment pour faire l'équilibre. La force, c'est un arcane qui nous parle de présence, d'ancrage, de centrage. Elle est sa propre référence. Elle ne va pas chercher à l'extérieur un phare, un repère. Elle va véritablement se poser en repère d'elle-même. Elle va aller chercher à l'intérieur d'elle-même tout ce dont elle a besoin pour savoir ce qu'elle va faire. D'ailleurs, vous remarquerez que parmi tous les arcanes du tarot, c'est la seule qui n'a pas de décor autour d'elle. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de rien dans le ciel. Elle est dans un univers 100% blanc parce qu'elle est la seule référence d'elle-même. Je vais revenir sur la présentation en 3 septénaires parce que c'est celle qui justement vous permet de voir le plus de détails sur les arcanes. Et sur cette présentation, je vais vous inviter justement à observer, comme je vous l'ai dit, à écouter avec les yeux. Quand on regarde ces arcanes, on voit donc par exemple les couleurs. Les couleurs qui ressortent le plus, ça va être le bleu, le rouge. Alors après, c'est celles qui me viennent le premier. Peut-être pour vous, vous avez une couleur qui vous saute aux yeux avant le bleu et le rouge. Donc soyez bien réceptifs à cette couleur qui vous vient en premier, ça veut dire que vous êtes en résonance avec. Le bleu, ça va être la couleur de la profondeur. C'est l'eau. C'est l'eau qu'on voit sur l'étendue de la mer qui est bleue. Mais quand vous allez dans cette eau, vous plongez votre main, vous prenez de l'eau, vous ne verrez jamais de bleu dans votre main. Le bleu de la mer, elle est juste insaisissable.
On ne le voit que de loin, et quand on vient dessus, ben, ce bleu-là, il est toujours plus loin, mais il n'est jamais là où on cherche à le saisir. Le rouge, à l'inverse, c'est le rouge de la pulsion, c'est le sang, c'est cette idée de chaleur, c'est cette énergie qu'il s'agit de bien canaliser. Quand le sang s'écoule en dehors des veines, c'est qu'il y a une fuite énergétique, c'est qu'il y a déjà une hémorragie, donc c'est quelque chose qu'il s'agit de soigner au plus vite. Après le rouge, on va avoir le jaune par exemple. Le jaune, c'est l'idée de l'ordre, c'est l'idée des choses qui sont bien ordonnées, bien agencées. On a donc le rouge, le bleu, le jaune, la couleur chair qui est aussi très présente. Vous avez par exemple dans la tour de la Maison Dieu, vous l'avez sur la table du battleur, le chariot est aussi couleur chair. Le personnage de la non-nommée est couleur chair. Cette couleur chair, c'est la couleur de la peau, c'est la couleur du corps, c'est la matière. On a le blanc qui occupe le ciel en général et qui révèle l'aspect subtil de l'univers. On a le noir va nous parler de nos ombres. Alors quand je parle des ombres, c'est pas quelque chose qu'il s'agit de fuir parce que, mon Dieu, c'est un endroit maléfique. Dans nos ombres, il y a des choses extrêmement précieuses qui nous appartiennent d'aller chercher. Les ombres, on prend la lumière de la conscience, on les traverse, on va y chercher, c'est notre inconscient en fait. On va y chercher des informations, on va y chercher des bagages qu'on a laissés là. Et quand on va ouvrir ces paquets, on va découvrir qu'à l'intérieur, il y a des lumières, des potentiels qui étaient restés dans l'ombre, mais aussi des blessures, des mémoires. Et tout ça, quand on les sort et qu'on les met à la lumière de notre conscience, ben en fait, ce sont des lumières qui viennent alimenter encore plus la lumière de notre conscience et qui nous ouvrent de nouveaux champs de conscience. Annick de Souzenel décrivait ce cycle en disant, ben voilà, on arrive à un niveau A en incarnation, on patauge un peu dedans, et puis à un moment donné, on a une première prise de conscience qui se fait, donc hop, on arrive à un niveau supérieur. Et avec cette lumière, eh ben en fait, on peut descendre juste un petit peu plus bas que ce qu'on était pour aller explorer les ombres qu'il y avait en dessous. Et puis, dans ces ombres, on va trouver de nouvelles lumières. Donc, hop, on va pouvoir monter légèrement plus haut. Et là, on a une spirale en fait, qui nous demande de descendre toujours plus bas pour trouver de nouvelles lumières qui nous permettent de monter toujours plus haut. Et de plus haut, ben, on a des lumières pour pouvoir aller encore plus bas, encore plus profond dans l'ombre. Et cette ombre, ben, il s'agit de l'explorer autant qu'on peut pour aller en retirer tous les potentiels, toutes les informations qui peuvent nous brider ou nous gâcher un petit peu la vie au quotidien. Et quand on les met dans cette lumière, on va pouvoir ouvrir de nouveaux champs de conscience. C'est l'ermite avec sa lampe qui va nous aider à aller explorer ces espaces intérieurs, ces espaces qui ont besoin d'être mis en lumière. Alors je reviens sur les couleurs, il en reste une. C'est la couleur verte, elle est assez discrète dans le tarot, on va la trouver au pied des deux arbres là dans le pendu, on va la trouver dans le médaillon de l'empereur, on va la trouver dans les herbes qui sont un petit peu partout sur les... voilà, par exemple au pied de la Maison Dieu, on va en avoir au pied du chariot, etc. etc. Le vert c'est la sève qui... c'est cette énergie, cette force de la nature qui va nous offrir un magnifique printemps, espérons-le. Alors au-delà des couleurs, vous avez parlé tout à l'heure des nombres. Si vous observez bien ces nombres, vous allez voir que ce sont des nombres qui semblent être des nombres romains, quand on regarde comme ça. Puis quand on arrive au 4, ah, là, ça ne cadre pas. Si c'était un nombre romain, on aurait un I et un V. Et on a 4 I. Donc ces nombres-là, en fait, ce sont des nombres coptes. Ce sont les coptes qui écrivent les nombres de cette façon. On va le retrouver donc chez l'empereur, on va le retrouver chez l'ermite avec le 9. On va le retrouver chez Tempérance et au niveau du soleil, au niveau du 19. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien étroit entre le tarot et l'Égypte. Les Coptes, c'est les chrétiens d'Égypte. D'où cette suspicion que le tarot nous arrive de cette région-là et que ce sont les sages égyptiens qui l'ont mis au point à l'origine. Alors au-delà des nombres, on a les formes. Si vous regardez l'impératrice, par exemple, vous avez un arcane tout en triangle.
Au niveau de son collier, vous voyez, c'est une série de triangles. Au niveau de sa couronne, qui est déjà un triangle en elle-même, et puis il y a toutes ces dents pointues en forme de triangle. Si vous regardez sa robe, vous avez un triangle qui se dessine, comme ça. Vous en avez un aussi qui se dessine avec les contours de ses jambes. Vous retrouvez pas mal de triangles dans l'impératrice. C'est le nombre 3, un nombre triangulaire, qui nous parle de trinité, qui nous parle donc d'une nouvelle unité dans la matière, puisque notre battleur qui était esprit était pure unité. Une fois qu'il est dans la matière, cette unité originelle, elle est plus possible, puisqu'on a le corps et l'esprit qui se rencontrent, donc hop, là, l'unité n'existe plus. L'impératrice, elle amène un troisième terme qui permet l'équilibre entre les deux autres, le lien entre les deux autres, et qui permet une stabilité pour vivre et incarner correctement la matière. On a aussi alors, je vous ai montré des triangles, je peux aussi vous montrer les cercles. Bien entendu, c'est la roue de fortune qui me vient en premier. On a le soleil qui est en cercle, on a la lune qui montre un cercle bleu à l'intérieur duquel se trouve un visage. On a un cercle au niveau de l'amoureux aussi. Et puis, je pense qu'on en a d'autres. On a 2 cercles, en fait, au niveau du monde qui s'entrecroisent, qui ont besoin d'être prolongés. Et ces cercles-là, si on les regarde bien, on obtient un extrait de fleur de vie. La fleur de vie, ce sont des cercles qui s'entrelacent. Voilà, donc quand il y a 2 cercles qui s'entrelacent, on va obtenir ces 2 arcs de cercle qui dessinent une forme en amande. Donc la fleur de vie est composée de plusieurs formes en amande, comme ça, qui sont dessinées par les cercles. Donc là, on a vraiment juste un tout petit extrait d'une fleur de vie. Alors après, il y a les attitudes des personnages. Il y en a qui sont clairement assis. Il y en a qui sont assis, mais quasiment debout. Il y en a qui sont statiques, il y en a qui travaillent. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule qui travaille, c'est l'arcane 13. Il y en a qui sont retournés, ici et ici, donc la maison de Dieu et le pendu. Il y en a qui sont tournés vers la droite, il y en a qui sont tournés vers la gauche. Toutes ces attitudes ont aussi une signification et nous amènent vers une vibration qui marque l'arcane en question. Alors, il y a un petit jeu qui consiste à chercher les points communs entre tous les arcanes et chercher l'exception pour laquelle ça ne s'applique pas. Par exemple, on va voir que tous les arcanes ont un nom. On va avoir le mat, on va avoir l'empereur, on va avoir l'étoile, on va avoir le monde. Mais à l'arcane 13, il n'y a pas de nom. Celle-ci, elle n'est pas nommée. Alors, ceux qui ont l'habitude de l'appeler la mort, je vous arrête tout de suite, elle n'a pas de nom. Elle ne s'appelle pas la mort. Et quand on regarde les nombres, on se rend compte que tout le monde a un nombre, sauf le mat. Et contrairement à la non nommée qui, elle, n'a pas de cartouche et ne peut pas recevoir de nom, le mat, lui, il en a un de cartouche. Il n'a pas de nombre, mais il l'attend, le sien. Donc lui, il est prêt à le recevoir. La non nommée, elle n'en a pas. Et pour donner un petit peu un exemple un peu plus approfondi de symbole, quelle est dans le texte originel de la Genèse et dans l'Ancien Testament en général. Alors quand j'évoque ces textes-là, entendez bien que je les évoque en tant que patrimoine mondial de l'humanité, en dehors de toute récupération par les organisations religieuses, etc. Ces textes-là, ils nous appartiennent à tous. Et voilà, moi j'ai fait le choix de m'y intéresser dans le cadre de la symbolique du tarot, parce que ça venait compléter. Mais je les aborde sans chercher à savoir ce que disent les différentes organisations. Donc je le fais en dehors de tout dogme éventuel. Donc j'étais en train de dire, dans ce texte judéo-chrétien qui est l'Ancien Testament, qui est-ce qu'on ne peut pas nommer et qui n'a pas de nom? C'est le Créateur, dont on épelle les quatre lettres Yod et Vavé, parce qu'il est interdit, puis même on ne sait pas comment se prononcent ces 4 lettres. Donc on a ici un lien avec une identité profonde, une identité qui est engrammée en nous, dans ce qu'on a de plus intime et qui nous donne notre forme, ce sont les os. Dans les os,
c'est dans la moelle épinière, donc au cœur de l'os, que se crée une grande partie, voire quasiment l'essentiel du sang humain, qui va circuler dans tout notre corps et aller alimenter chaque cellule de notre corps, chaque parcelle de notre peau, enfin je ne vais pas vous faire la liste parce que sinon on s'en sort plus, mais chaque recoin de notre corps est alimenté par le sang qui est créé dans les os. Voilà, là on a une symbolique qui est intéressante puisque finalement c'est cette part subtile, cette identité qui va créer le sang, qui va alimenter l'ensemble du corps, donc de la matière qui nous compose. Alors un autre exemple, ça va être toujours sur les noms. On va avoir des titres en fait, la papesse, l'empereur, le pape. Donc tout ça, ce sont des titres, mais à un moment donné, on arrive à tempérance. Elle n'a pas, ce n'est pas un titre. On n'a pas de déterminant devant son nom. Elle l'affiche comme un prénom d'état civil. Alors c'est intéressant parce qu'elle arrive immédiatement après celle dont on ne peut pas prononcer le nom. Et une fois qu'on passe dans cette transformation, il y a une identité qui se crée, qui s'exprime à travers ce nom de tempérance qui diffère de tous les autres. Alors, on doit pouvoir trouver encore beaucoup d'éléments comme ça. C'est une recherche, c'est une observation. Il y en a certainement une infinité. Et je pense que pas grand monde peut prétendre les connaître tous. Alors il y a un autre élément, ce sont les points communs par trio. Ici par exemple, je vous ai réuni, on a ici les trois bâtons, et le bâton est en résonance avec l'élément feu. Toujours notre battleur, c'est lui qui initie, qui rentre, qui commence le chemin initiatique. Donc il a sa petite baguette. Cette petite baguette au niveau de l'ermite va devenir un bâton. Ce bâton, on va le retrouver aussi avec le mat. Quand on a le mat et l'ermite réunis, on parle ici des deux pèlerins du tarot. C'est les deux marcheurs du tarot avec leur bâton. Ce qui est intéressant, c'est que l'ermite est tourné vers le battleur. Il attend. Il est prêt à l'accueillir pour l'accompagner, visiter ses ombres, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour aller chercher ce qui se trouve à l'intérieur. Le mat, lui, il continue son chemin parce que à ce stade, il a trouvé. Et quand on a trouvé, on peut tourner les talons et aller voir plus loin. Alors, dernier élément, c'est l'élément terre, avec le denier qu'on voit ici chez le battleur, qui tient à peu près au niveau de son nombril. Ce denier, on le retrouve chez l'empereur sous la forme d'un bouclier, qui est posé au pied de son trône. Ce bouclier, quand il se déploie, il devient la tour de la maison Dieu. Alors quand je parle de déploiement, vous remarquerez quand même que 4 x 4 font 16. 4 le nombre de l'empereur, 16 le nombre de la maison Dieu, et que finalement l'empereur pose une base sur laquelle vont se déployer les constructions. Et on remarquera à ce sujet que les 4 premiers niveaux de briques sont évasés, 4 comme l'empereur. Donc on a vraiment ici un lien étroit entre les deux. Voilà, pour finir avec ces trilogies, je vous présente les 3 paires du tarot. On a l'empereur, on a le pape. Quand vous additionnez l'un et l'autre, vous obtenez 9, qui nous donne l'ermite. Donc l'ermite est la synthèse des 2 premiers, du père qui pose la loi, du père qui encourage, qui fait grandir, et le père qui accueille et partage son expérience. Quand vous additionnez les 3 ensemble, vous obtenez 18. 18, c'est la lune, c'est le nombre du grand féminin, comme quoi, à l'intérieur du masculin est engrammé déjà l'expérience avec le féminin, et inversement. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je vous ai prévu une diapo sur l'idée de la notion de masculin et de féminin. Alors là, je vous ai mis une série de symboles que j'ai extraits de différents arcanes et que je trouvais intéressant de faire parler comme ça, en les sortant un peu du contexte de leur arcane. Alors on a par exemple
les deux tiers du pape et de la papesse. Je les ai fait se regarder, alors qu'en principe, dans le chemin initiatique, ils se tournent le dos. Voilà, j'avais envie qu'ils se voient. Ces deux tiers, elles sont sur principalement 3 niveaux. Et j'y vois l'évocation de ces 3 septénaires que je vous ai présentés tout à l'heure. Ces 3 niveaux d'arcane qui présentent la terre, le ciel et au milieu l'espace des hommes. Vous avez le collier de l'impératrice, dont je vous ai tout à l'heure parlé, qui est tout en triangle. Si vous le regardez bien, il dessine une coupe. Cette coupe, elle inclut le chakra 4, donc le chakra cœur, et le chakra 5, celui de la verbalisation, de l'expression. Donc l'impératrice, là, on voit bien qu'elle collecte tout ce qu'elle canalise. On dit de l'impératrice qu'elle a un accès direct au livre de la papesse. Elle collecte tout ce qu'elle canalise dans l'univers subtil pour le retransmettre, pour le verbaliser, et dans le chemin initiatique du tarot, elle va le donner, elle va le transmettre à l'empereur pour qu'il réalise, pour qu'il mette dans la matière. L'impératrice, c'est un peu l'architecte et l'empereur le maçon. Je vous ai mis face à face la lanterne de l'ermite face au soleil. L'ermite arcane 9, le soleil arcane 19. On a ce qu'on appelle 2 arcanes jumeaux parce qu'ils ont la même unité qui les termine. Et tous les deux, ils apportent une lumière. L'ermite, une lumière pour aller explorer les profondeurs. Et au fur et à mesure de l'agrandissement de cette lumière, on en arrive à un soleil qui révèle. On a ici la colonne vertébrale du personnage de l'arcane 13, la non nommée. Si vous regardez les motifs, la façon dont elle est dessinée, vous retrouvez exactement la même chose sur le collier de l'empereur. Arcane 13, 3 plus 1 égale 4. Arcane 4, l'empereur. Pareil, encore des ponts qui se font, des liens qui viennent... voilà, c'est impossible que ces dessins aient été faits comme ça au hasard, sans y mettre un sens. Il y a des liens comme ça à tous les niveaux, à tous les étages du tarot. Je vais vous en faire encore un dernier avec le livre de la papesse. On a ici la papesse qui accueille ce jeune battleur en incarnation. On l'appelle la sage-femme du tarot parce que justement elle va accueillir cet esprit et l'amener dans la matière. Elle va l'accoucher dans l'incarnation. Et elle a ce livre qui est le livre de la connaissance, qu'on peut aussi considérer comme le livre de notre incarnation, le livre dans lequel va être écrit tout ce qu'on a expérimenté au cours de cette venue à la vie. Alors c'est pas un livre où le destin est déjà écrit, mais en tout cas, voilà, si la personne doit expérimenter, je sais pas, la colère, une chose ou une autre, il va y avoir au fur et à mesure de son existence des synchronicités qui vont venir appuyer là où elle doit travailler, et ces synchronicités qui font bien les choses vont le faire grandir. Jung disait tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. On est vraiment dans cet esprit-là. Donc ce livre, il a 2 pages, et quand vous comptez le nombre de lignes qu'il y a sur chacune des pages, vous avez 2 fois 8 lignes. Et 2 fois 8 font 16. Et 16, c'est la maison Dieu. Cette maison Dieu qui est couleur chair, comme le livre. Et finalement, 2 fois 2 font 4, 4 fois 4 font 16. Une fois qu'on est venu en incarnation, qu'on a incarné la matière, comment est-ce qu'on va déployer nos structures? Quand je dis nos structures, c'est à la fois notre corps, mais c'est aussi nos schémas mentaux, c'est aussi notre identité, c'est nos peurs, etc., etc. Et quand on arrive à la maison Dieu, on a le ciel qui s'ouvre et qui nous demande, en quelque sorte, bon alors, où tu en es de ce qu'on avait prévu ensemble avant que tu descendes, comment tu as expérimenté ça? Et cet arcane 16 nous demande à cette occasion de recomposer un petit peu tout ce qui a été fait. Donc il s'agit de déconstruire ce qui a été fait en partie, en tout cas, pour reformuler, pour recomposer et être en adéquation avec ce qui était prévu à l'origine. Voilà. Au milieu de tout ça, je vous avais mis aussi les dés du battleur qui sont sur la table. Alors, y a-t-il une part de chance? Moi, je crois très fort à la synchronicité. Je pense qu'il y a
un sens derrière chaque chose, même si c'est pas toujours évident de l'identifier. Je vous avais mis le blason du chariot, parce que le chariot, c'est le moment où on exprime véritablement sa place dans la société, son identité sociale, sa place dans le clan. Je vous avais aussi mis la roue de fortune, avec sa manivelle, une manivelle qui est à notre disposition. Donc tant qu'on est dans cette roue et qu'on subit son mouvement avec ses hauts et ses bas, effectivement, on est dans le subir, on est dans un certain fatalisme. Et puis à un moment donné, quand on trouve à rejoindre cette manivelle et qu'on met la main dessus, à partir de là, on sort de « je subis » pour dire j'ai un moyen d'agir, je peux tourner. Et quand on se met à tourner cette manivelle, on se rend compte qu'on n'est pas seul, il y a quelqu'un de l'autre côté dans le subtil qui nous accompagne. Arcane 10. La dixième lettre hébraïque, c'est le yod, justement. C'est le moment où on prend conscience de ce qu'on porte en nous, d'un germe qui nous appartient de cultiver pour le faire grandir et qui va nous permettre de révéler une certaine part de divinité qui est en nous. Je vous ai mis le personnage de l'étoile. Tout simplement parce que quand je l'ai détouré avec Photoshop à l'époque où je préparais un cours de tarot, je l'ai trouvé très belle. Et quand on se met à détourer comme ça, à décalquer, même informatiquement, hein, pas spécialement manuellement, les symboles du tarot, en fait on se rend compte qu'ils sont pas comme ils paraissent être à première vue. Si vous regardez bien, alors le projecteur c'est un petit peu décalé, mais si vous regardez bien notre blason ici, il n'est pas complètement symétrique. Il y a une partie qui semble un peu plus atrophiée, alors on va peut-être légèrement tourner. Merci. Voilà, si vous regardez bien, il y a une partie qui est un petit peu plus atrophiée en termes de dessin. Vous voyez, ici c'est pas développé, alors qu'ici la boucle, elle est bien faite, elle est beaucoup plus développée. On sent qu'il y a eu, on s'est beaucoup plus appliqué à faire ce côté-là que celui-là. Et pour finir, j'ai mis ces deux chiens qui hurlent à la lune sur l'arcane 18. Ce sont les gardiens d'une frontière. Une frontière qui nous appartient de franchir que lorsqu'on a un billet retour, quand on sait comment revenir de cet espace baigné de lumière nocturne, et dont les chiens nous gardent. Voilà, ils nous laissent passer que si on a un billet retour. Excusez-moi. Oui. Vous pouvez nous donner juste la signification dans le blason de SM? Alors, la signification de SM dans le blason, on ne sait pas trop. Voilà. Mais les alchimistes vont y voir le soufre et le mercure. Par exemple, voilà. Il y a différentes hypothèses qui circulent. Voilà, celle qui me passe là immédiatement en tête, c'est celle-ci. Je ne me souviens pas particulièrement des autres, mais il en existe d'autres. Qui restent que des hypothèses, parce que on ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire. Alors ici, je vous ai mis une représentation des 4 races des arcades mineurs. Les arcades mineurs qui sont 56 à côté des arcades majeures, elles sont souvent un petit peu gardées en marge des arcades majeures. Pourtant, elles sont importantes. Elles sont surtout magnifiquement ciselées, si vous les regardez bien. Alors, je n'avais pas le temps aujourd'hui de vous les présenter. J'ai pas eu le courage aussi de tous les scanner, j'avoue. 56, c'était beaucoup. Ces 4 éléments, comme je vous l'ai présenté, ces 4 familles, comme je l'ai présenté tout à l'heure, sont en lien avec les 4 éléments. Donc le bâton, par exemple, qui est en résonance avec le feu, le bâton qui nous parle de spiritualité, le feu qui est un feu d'énergie, hein, qui nous met en mouvement. On a l'eau avec la coupe qui nous parle des sentiments, l'eau qui est un élément extrêmement important, porteur de l'information. Celui qui décryptera l'eau décryptera la mémoire de l'humanité. Masaru Emoto a travaillé dessus, il a notamment photographié les cristaux, je vous ai mis en médaillon sur le côté, les cristaux d'eau au moment de leur point de congélation. Cette eau avait été préalablement soumise à
à des mots, des émotions. Le plus beau cristal d'eau qu'il ait pu obtenir, c'est celui-ci, avec les mots amour et gratitude. D'autres ont travaillé sur l'eau. Je voudrais citer le professeur Benveniste, qui a été marginalisé, qui a fini par se suicider. Bien heureusement, le professeur Luc Montagnier a repris ses recherches et les poursuit encore aujourd'hui. Je voudrais aussi citer René Quinton ou encore Marcel Violet, et certainement beaucoup d'autres encore que je ne connais pas particulièrement, qui ont travaillé sur l'eau et qui ont mis en valeur des questions pertinentes qui vaudraient la peine franchement d'être élucidées. On a l'épée avec l'élément R. Donc l'épée qui est la pensée mentale, la conscience. L'élément R, il est aussi très intéressant parce que un être humain en moyenne, il peut rester 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, mais pas beaucoup plus que 3 minutes sans respirer. Donc c'est un élément dont on a absolument besoin pour vivre. Et enfin on a le denier qui représente la matière avec l'élément terre. La terre qui nous permet de donner une forme à notre incarnation, qui permet de donner une forme à nos projets, à nos idées, qui permet aussi d'être la base sur laquelle réaliser tout ça, parce qu'on ne pourrait pas réaliser tout ça dans le vide. Alors les éléments, les quatre familles des arcanes mineures sont intimement liées avec la mythologie arthurienne et particulièrement avec la quête du Graal. Une quête du Graal qui nous invite à mener cette quête intérieure dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire émerger des nouveaux champs de conscience. Et faire émerger des nouveaux champs de conscience, ça implique de devenir le roi et la reine de son royaume. Ce royaume, c'est bien entendu notre corps, c'est notre espace intérieur, qui nous appartient de conquérir autant que possible. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous parler du principe masculin et du principe féminin, que j'ai aussi appelé principe mâle et femelle. Je l'ai appelé comme ça parce que au jour le 6e, et c'est comme ça que c'est dit dans le texte de la Genèse, ce n'est pas le 6e jour ou le jour 6, c'est le jour le 6e, le Adam, et quand je vous parle du Adam, n'entendez pas le premier homme biologiquement créé de l'humanité, mais l'humanité dans son ensemble a été créée mâle et femelle. C'est comme ça que, en tout cas, la traduction qu'Annick de Souzenel nous propose. Alors j'ai voulu l'illustrer. J'ai choisi quelques arcanes du tarot. Ce n'est pas exhaustif, loin de là. Déjà pour vous dire que c'est le féminin qui vient tout le temps avant le masculin. On a l'impératrice avant l'empereur, de même qu'on a la papesse avant le pape. On a la justice avant l'ermite, on a la lune avant le soleil. Et on a donc cette idée que le masculin c'est « je me souviens » et le féminin c'est le souvenir. C'est cet espace infini en nous que le masculin doit aller visiter pour pouvoir ramener les lumières qui sont recelées dans cet espace obscur. Alors comment on utilise le tarot? Très clairement par le tirage, c'est-à-dire on sollicite la synchronicité. On peut arriver avec une question ou simplement l'envie de savoir un petit peu où on en est sans avoir de questions particulières. Et les symboles qui vont sortir dans le tirage vont nous parler, vont nous délivrer un message. On peut faire un recoupement avec la science des nombres et la symbolique du tarot. Donc là, par exemple, à partir d'une date de naissance, monter un thème de naissance. Ou encore, quand on est face à une situation lambda, se dire, tiens, cette situation, elle m'évoque tel arcane du tarot. Comment je lui réponds? Quel arcane je mets en face? Dans quelle vibration je me mets? À partir de là, je visualise un arcane. Automatiquement, je me mets dans cette vibration, dans son symbole, dans l'essence de son symbole. Et il y a quelque chose qui se passe en moi qui va faire que la réponse que je vais apporter va avoir la portée qu'il faut, ou la vibration qui va faire que la situation va à un moment donné tourner à mon avantage. En tout cas, c'est le but de la démarche. Alors il existe des liens, je vous les ai évoqués, entre le tarot et puis les autres sciences ou les outils subtils. Je vous ai évoqué les lettres hébraïques. Là, je vous ai mis une racine en hébreu qui est la racine du verbe bénir. Et quand on prend les arcanes qui correspondent à cette racine, on va avoir la papesse, le jugement, la force, qui sont 3 portes importantes dans le tarot.
3 passages clés qui résonnent bien avec ce verbe bénir. Les lettres hébraïques, c'est aussi l'arbre des séphirotes, qui est lui-même un parcours initiatique. Donc de Keter, la couronne, jusqu'à Malkout, le royaume. Nous sommes en Malkout et il nous appartient de remonter de Séphira en Séphira. Voilà, on a aussi la science des nombres, hein. Je vous ai évoqué les nombres tout à l'heure, leur importance. Pythagore nous disait tout est nombre. C'est le père de la numérologie ou de la science des nombres, plus justement. Et on a aussi le symbolisme du corps humain. Alors le symbolisme du corps humain, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, le symbolisme des os. Je vais vous rajouter avec ce symbolisme des os, donc le sang qui vient abreuver chaque cellule de notre corps. On a le pape, qui est le symbole du souffle. Le premier souffle au moment de la naissance. Ce souffle, il vient oxygéner notre sang. Et cet oxygène va se diffuser dans chacune de nos cellules et va permettre à ces cellules d'apporter la chaleur, d'apporter l'énergie nécessaire à réaliser leur rôle. Et en reprenant l'arbre des séphirotes des lettres hébraïques, bien entendu, il se superpose parfaitement bien au corps humain. Alors on pourrait encore évoquer la lithothérapie, les huiles essentielles, les fleurs de Bach, les points d'acupuncture, et certainement bien d'autres encore. La liste n'est pas exhaustive. Alors en conclusion, je viens de vous parler du tarot symbolique. Ça a ouvert sur beaucoup de choses. Je vous ai parlé de dimension rationnelle, de dimension subtile. Je vous ai parlé d'unité, de trinité. Je vous ai parlé des 4 éléments. Je vous ai parlé des lettres hébraïques et bien d'autres encore. Tout ça pour vous dire que ce tarot, il s'ouvre véritablement comme une encyclopédie qui nous ouvre sur des horizons aussi divers et variés, et que cette opportunité de s'ouvrir à ces horizons, elle se joue dans l'ici et maintenant. Elle se joue dans l'ancrage et la présence aux situations qu'on est en train de vivre. D'où l'importance d'être vraiment présent, d'éviter de se projeter dans un futur, de savoir qu'est-ce qu'il va m'arriver. Parce que quand on est dans le qu'est-ce qui va m'arriver, on rate, on prend le risque de rater ce qu'on est en train de vivre et le message que ces situations sont en train de nous délivrer. Alors malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions parce qu'il est déjà 3h moins 5. Moi, je suis sur Nice. Je propose des thèmes de naissance, donc à partir de votre date de naissance, je peux calculer votre thème et vous donner les grandes lignes des raisons de votre incarnation. Je propose aussi des consultations, donc pour répondre à une question précise, à une situation présente, dénicher la question qui est derrière la question, parce que c'est souvent là que se jouent les choses. Je propose aussi des cours de tarot, donc sur les 22 arcanes majeures ou les arcanes mineures, et à travers ce cours, parcourir le parcours initiatique que propose le tarot. Si vous avez des questions, si vous souhaitez me rencontrer, je suis sur le stand 158. Alors je peux en prendre une éventuellement de questions. Oui. Alors c'est pas tout à fait le référentiel de naissance. Je ne l'ai pas étudié avec Coleuil, donc je ne peux pas vous dire que c'est le référentiel de naissance. Je l'ai étudié avec quelqu'un qui avait étudié avec Coleuil et qui a apporté sa propre expérience. Voilà, donc à la marge, parce que les grandes lignes, on est dans ce que Coleuil avait mis au point, à la marge, on a quand même certains éléments qui sont venus en complément. Voilà. Donc je me situe sur le stand 158 si vous voulez me poser vos questions, si vous voulez venir me rencontrer, vous êtes les bienvenus. Je suis là jusqu'à ce soir à la fermeture et je serai encore là demain toute la journée. Je vous proposerai demain un atelier à 16h dans la salle à Ouapi qui est dans l'angle là, elle n'est pas évidente à trouver, où il y a 2 tables, donc on fera 2 petits groupes où je vous proposerai de tirer quelques arcanes et je vous ferai l'interprétation à haute voix pour... voilà, je réfléchirai, entre guillemets, je partagerai ma méthode, ma façon d'interpréter avec vous. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup.